Alors, je m'appelle Joël Giraud, je suis directeur général de la Diversité du cinéma français, qui est une société de production audiovisuelle qui a été créée spécialement avec l'idée de financer le développement des œuvres audiovisuelles françaises dans une première phase de développement de cette entreprise. Je reviendrai sur ce qu'est le développement et pour y parvenir, on a souhaité le faire via les cryptoactifs, mais j'entrerai dans le détail de pourquoi et comment on a décidé cela. On l'a créé avec Sarah Lelouch, qui est producteur, et moi je suis plus antérieurement dans la finance classique, la finance ancien régime, mais toujours en application quand même majoritairement sur la planète. Et donc, après des années dans ce domaine de la finance classique, j'ai eu envie de faire évoluer ma carrière et de m'orienter vers la production audiovisuelle, qui est aussi comme un métier de finance, hein. Il y a dans cette industrie audiovisuelle une part de la finance qui est fondamentale, puisque c'est quand même une grosse partie du travail du producteur. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Sarah Lelouch. Et un producteur, quand il rencontre un producteur, souvent il se raconte des histoires de producteurs, hein, c'est l'histoire de la marquise, ça. Et donc, on s'est avisé ensemble qu'il y avait une défaillance aujourd'hui en tant que producteur sur la qualité des propositions que nous recevions du fait d'auteurs-réalisateurs ou de petites maisons de production d'ailleurs, parfois, voire de maisons de production plus importantes. Et alors, on le savait, les motifs sont simples. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'argent pour financer les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le développement des œuvres. C'est quoi le développement des œuvres? C'est un terme technique, hein, de l'audiovisuel que le grand public ne peut pas connaître, et c'est normal. C'est le développement, c'est la phase qui est en amont à la production. C'est-à-dire, je me réveille le matin, j'ai une idée, elle est super bonne, bien sûr, mais ça ne fait pas un film. Et que, avant que cette idée puisse avoir le premier clap du premier tournage, de la première capture d'image, ça c'est ce qu'on appelle la production, c'est la phase de production, en fait, de mise en production de l'œuvre. Ben, il y a tout ce temps de travail considérable qui va être le fait de bâtir un concept. L'œuvre est d'abord un concept, c'est une idée. Il faut que ce soit une belle idée, que ce soit une belle histoire à raconter. Et que cette belle histoire, il faut bien la raconter. Il ne s'agit pas d'avoir une belle histoire à raconter, il faut qu'en plus elle soit architecturée, bâtie, structurée, pour qu'elle soit intéressante à suivre. Et puis, en fonction des exigences qu'on peut avoir en termes de qualité d'œuvre, qualité d'image, qualité de décor, qualité de comédien, espoir de comédien, casting idéal, eh bien, il faut se doter des moyens nécessaires et indispensables afin de parvenir à cet objectif, et puis bâtir le devis qui fera qu'on a une idée si c'est réaliste ou pas réaliste. Et s'il y a moyen de trouver les financements ensuite dans la phase de production pour réaliser l'œuvre audiovisuelle. Ce travail-là, ça a l'air de rien, c'est colossal. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait la dernière ligne du scénario, même si le scénario pourra peut-être encore vivre dans la phase de production, ce n'est pas le sujet. Mais il n'empêche qu'avant qu'on arrive à aboutir à ça, parfois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail. Okay. Lorsque l'on voit Squid Game, c'est 7 ans de travail pour faire le développement de Squid Game. Et après, on accouche de la série. Et bien donc, cet énorme temps de préparation, on doit imaginer aujourd'hui qu'en France, il faut intégrer que sur les 174 œuvres qui sont sorties en 2019, on est obligé de regarder les chiffres de 2019 parce qu'avec l'effet confinement, pandémie, on a du mal aujourd'hui à pouvoir fixer. À partir de cette fin d'année, normalement, on va reparler du nombre de films soutenus effectivement par l'industrie du cinéma et qui sont aboutis jusqu'à être en salle ou présentés auprès des chaînes de télévision ou sur les plateformes. 174 films, c'est une augmentation de films lorsqu'on est en 2019, significative par rapport à 10 ans en amont. C'est 14 films de plus, c'est énorme, mais c'est un budget de moins 16% sur la part du développement. Mais avec un côté très disparate, c'est qu'on se retrouve avec plus 77% de films qui font moins de 1 million de budget. Autant vous dire que le taux du développement qui était traditionnellement aux alentours de 5% des œuvres sur les films à moins de 1 million, il n'est même pas à 10 000 euros, il est à 0 bien souvent, c'est-à-dire que les gens ont travaillé gratuitement. Et quand vous travaillez gratuitement, c'est simple, vous avez l'occasion de gagner des sous, vous faites vos heures d'intermittent du spectacle et vous avez quand même un loyer à payer, vos enfants à envoyer à l'école et à habiller et à nourrir, vous prenez le travail où vous avez des sous qui rentrent. Et c'est humain. Donc, vous laissez tomber le développement et puis vous y reviendrez un petit peu après et ainsi de suite.
Et vous vous retrouvez avec des œuvres où, en définitive, bah, le résultat, il n'est pas nécessairement si intéressant que ça. Peut-être que l'idée n'était pas mauvaise, mais le traitement de l'idée a été tellement compliqué à mettre en œuvre que ben, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et du coup, quelle est la sanction? La sanction, elle est claire et nette. C'est Claude Lelouch, qui est notre parrain en l'occurrence, et président d'honneur, il dit le vrai producteur des œuvres, c'est le public. Parce que en payant sa place, en s'abonnant sur une plateforme, en achetant finalement l'œuvre pour la visionner, pour la voir, ben, c'est lui qui finance et qui produit les œuvres audiovisuelles en réel. Et donc c'est le public qui a raison. Le vrai producteur qui a toujours raison, qui ne peut pas se tromper, c'est le public. Et si le public ne va pas voir les œuvres, eh ben, c'est qu'elles ne sont peut-être pas si bonnes que ça, quoi qu'on en pense. Et que, en tout cas, si elles sont très très bonnes au plan artistique, très intelligentes, en tout cas, elles n'ont pas parlé aux gens parce que les gens n'ont pas fait l'effort de les regarder. Si on prend les chiffres du top 10 de 2021, des œuvres les plus vues par les Français, je vais parler que des Français, hein, bien sûr. Bien sûr. De manière écrasante, c'est Spider-Man, qui est sorti fin d'année. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu tout le contour de l'année. Et on a 3 films français. Kaamelott, Bac Nord et Les Tuches 4. Donc on a 30% de films français qui ont rencontré le public français et 70% de films américains qui ont rencontré le public français. C'est ça la réalité des données aujourd'hui. Et si on continue à ne pas financer le développement, qui est la base de toute œuvre, ce sont les plans d'architecte. Si j'ai mon terrain, je sais que la maison que je veux faire, mais je n'ai pas de plan d'architecte, je peux prendre le meilleur maçon du village, ma maison risque d'être bizarre. Parce que d'avoir du mal à tenir, surtout si la pente de la montagne elle est comme ça. Donc, si j'ai pas de plan d'architecte, ne nous étonnons pas qu'après les œuvres soient déceptives et que finalement les gens s'y trompent pas, les gens y vont pas, les gens n'ont pas envie de voir ça, quoi. Et alors qu'ils vont aller voir les films américains où ça va péter, c'est génial, il y a de l'ambiance, ça bouge, c'est fort, ça crée une résonance chez eux. Et parce que c'est incroyablement bien bâti. Et c'est bien bâti parce qu'il y a des sous. Parce qu'il y a un moment, il faut de l'argent. Nous sommes dans une industrie. Nous produisons des œuvres qui sont des produits industriels. Ce qui est totalement accepté, assumé dans le métier, que totalement assumé par les Américains, infiniment plus peut-être que nous, peut-être 10 fois plus que nous en définitive. Et donc tout le sujet, alors que nous avons chez nous, en termes qualitatifs de talent, d'intelligence réelle, profonde, on a un besoin, une nécessité, c'est même un devoir quelque part, de garder chez nous ces intelligences et ces talents. Lorsque on voit la région Cycli, par exemple, la région Centre-France, organise une compétition, et à Vendôme, il y a autour de cette compétition le Grand Prix de l'animé. Et donc, ce sont des très jeunes gens qui sortent de l'école et de la formation de l'animé et qui postulent pour cette compétition. Le major de promotion est toujours acheté par les Américains instantanément. C'est-à-dire que nos studios n'ont pas de chance de l'attraper. Parce que c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que les Américains vont le prendre. Il sera nécessairement tellement bon, il a gagné le concours, donc il va travailler aux États-Unis. Ou pour les Américains. Et donc, c'est cette volonté aujourd'hui de ce marché, de capter le savoir et les talents. Mais nous les formons, mais finalement, nous les perdons. Et donc, il faut les conserver chez nous. Et pour les conserver chez nous, parce que les gens ne veulent pas aller aux États-Unis nécessairement. Ils peuvent avoir le rêve américain, mais pas nécessairement. Et les gens aiment bien travailler dans ce pays, ils veulent rester dans ce pays. Donc, il faut leur donner les moyens. Et pour les donner les moyens, il fallait trouver le moyen. C'est une problématique. Pardon, c'est une problématique qui se retrouve dans de nombreux cas de figure, notamment, enfin, je veux dire, même voilà, dans l'industrie crypto et blockchain, beaucoup de gens partent aux États-Unis. Alors bon, on est sur des problématiques un peu plus d'ordre technique et comment dire, financière, si je peux dire. Mais effectivement, c'est une problématique qu'on retrouve dans de nombreux cas. Exactement, la fuite de nos talents. Et donc, en France, pour la partie cinéma, pour la partie film, pour la partie audiovisuelle au sens large, ça sera vrai de la musique, ça sera vrai du divertissement en général, on a des possibilités de les garder en leur permettant de rester ici, de vivre de leur art, quoi. Le but, il faut que les gens vivent de leur art.
Et puis, il faut que les entreprises qui les soutiennent, elles vivent aussi. Donc, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Donc, toute la chaîne aujourd'hui doit être rentable et profitable et toute la chaîne doit gagner de l'argent. Et, euh, et donc, comme on a bien senti que les entreprises de production n'aiment pas trop financer la partie du développement parce que 9 films sur 10 ne verront jamais le jour. 90% des projets ne voient jamais le jour. Donc, si je mets de l'argent sur cette phase-là, mon risque est énorme que ça aboutisse pas en tant que producteur. Donc, il y a des producteurs, ils disent bah, je veux des projets bien aboutis déjà avant que je commence à regarder si je vais les prendre et je remettrai un petit peu au bout du bout pour accompagner le financement. Mais ce modèle-là est quand même assez détériore quand même nécessairement mécaniquement la qualité. Et donc, on s'est dit il faut prendre le sujet à bras-le-corps et le taureau par les cornes et il faut le financer ce développement, il faut prendre du risque. C'est-à-dire que nous avons une obligation en tant que producteur de prendre des risques et donc on va le faire. Et on s'est posé la question de comment le faire. Une fois qu'on a l'idée, c'est bien, hein, mais la même chose que le développement. Comment on va le faire 30 ans de finance classique, patron de grands comptes dans des très grosses entreprises où le chiffre d'affaires est en milliards d'euros. Évidemment que le premier réflexe a été de voir mes potes du métier de la finance classique et de dire comment tu financerais toi. Alors, bien sûr, on connaît tous les Sofica, hein, et on sait la limite des Sofica. La Sofica, c'est plafonné à 73 millions par an, 12 Sofica à la main du CNC pour déterminer le cadre d'autorisation et d'accréditation des Sofica. Et le CNC lui-même le sait bien, c'est pas suffisant en termes de quantité d'argent collecté pour pouvoir mener à bien la mission du CNC, qui est de soutenir l'originalité française et la création française. Et puis la Sofica, c'est une entreprise dont les coûts de structure et de fonctionnement sont tels qu'en réel, le taux d'argent qui est distribué dans l'audiovisuel pour que ça tourne, c'est de l'ordre de 70%. Donc il y a 30% de destruction de richesse, destruction, c'est de l'argent qui va ailleurs bien sûr, mais qui n'est pas en tout cas orienté, pointé vers la mission qui est de faire des œuvres audiovisuelles. Donc du coup, il y a quand même une problématique sur la Sofica. Et puis finalement, les Sofica qui collectent le plus, ça va être celle de BNP. Et BNP va être dans un univers de BNP qui est logique, qui est je soutiens ce qui est dans l'univers de BNP. Les clients de la BNP sont les clients qui investissent dans la Sofica, mais je vais soutenir les entreprises qui travaillent avec la BNP. Et c'est normal, puisque c'est bien une initiative totalement privée, mais qui est là dans un écosystème totalement fermé. Et donc, on se disait, ce modèle-là ne nous plaît pas, quoi. C'est pas... Et puis, les gens qui investissent dans une Sofica, à quel moment sont des passionnés du cinéma? C'est des passionnés de la réduction d'impôts. Et ce qu'ils veulent, c'est la réduction d'impôts de 48%. C'est ça qui les intéresse. Pour eux, une bonne Sofica, c'est celle qui a le plus gros taux de réduction d'impôts. Donc, c'est pas du tout démocratique. C'est même par essence antidémocratique. Et nous, ce qu'on veut, c'est remettre le spectateur au cœur du dispositif. C'était vraiment ça notre obsession. Comment on parle au spectateur au cœur du dispositif et comment on fédère le maximum de gens sur notre projet, autour de notre projet, pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, et que l'artistique puisse venir tous azimuts et que tous ceux qui aiment le cinéma tous azimuts puissent venir dans cette opération. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au cryptoactif. On s'est dit, il n'y a que l'univers de la blockchain et du cryptoactif qui est à même de permettre à quelqu'un qui a 10 € à mettre une place de cinéma dans une grande salle, dans un projet tel que celui-ci, de se sentir associé au projet, de pouvoir voter sur ce qui seront les œuvres de demain, de pouvoir gagner des avantages et de se dire tiens, j'aurais peut-être une avant-première, je serais peut-être avec mon nom générique, peu importe, enfin, de toutes les sommes d'avantages possibles et imaginables qu'on peut attribuer grâce à cette technologie. Et donc, d'être en sensibilité, en permanence, en flux constant, permanent, en mesure d'exprimer mes envies de cinéma, mes envies de film. Et ça, c'est extraordinairement précieux pour la chaîne de production. Alors, alors le public, nous tous, en tant que public, on a tous nos envies propres. Et donc, on n'est pas nécessairement un technicien de l'œuvre audiovisuelle, comme je ne suis pas un technicien du codage, même si je commence à avoir des idées de comment on code dans le principe, et je ne sais pas coder, je ne saurais jamais coder. Et donc, on a des envies de film, et en tant que spectateur, mais ça ne veut pas dire qu'on sait faire un film. Donc, pour savoir ensuite comment c'est réaliste, les projets qui sont en cours, qui existent partout, eh bien, on a rassemblé un comité de sélection de grands professionnels qui savent ce que ça veut dire parler au public et qui vont être
à l'instant T, à même, compte tenu de la position du public investisseur en Clapcoin, dans notre crypto-monnaie, et de ses votes, de dire, ben voilà, on a reçu dans le cadre d'un appel d'offres tant d'œuvres, et celles-ci, ben, on pense qu'il faut vraiment les développer. Je vais prendre un exemple anglais pour ne pas prendre un exemple français avec ces personnes. Faut pas laisser passer Harry Potter. Mhm. Et que, Ok. parce que le public est allé voir Harry Potter et que aujourd'hui, on recrée les préquels autour d'Harry Potter, on voit bien que la communauté, elle existe toujours. Donc, il y a bel et bien le public, il a acheté ça, il est d'accord avec ça et donc il veut le voir, donc il faut lui donner. Bien sûr. Mais on Mais sait faire Harry Potter en France, on pourrait faire Harry Potter en France. alors, je suis Et d'accord, mais à la base, c'est quand même né d'un échec dans le sens où elle n'a pas trouvé d'éditeur pour publier son oui, oui, livre. oui, oui, oui. Elle a été achetée Et par 17 éditeurs, je crois, ouais. Ouais. voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'en amont, il faut que vous arriviez à sourcer le bon projet. Il y a toujours ce problème de comment est-ce que, enfin, comment on fait confiance pour sourcer le bon projet et donc du coup trouver le bon Harry Potter en fait. Alors, déjà, nous, alors, on a un comité de permanents, membres permanents. Après, il y aura des membres invités en fonction des spécificités, parfois de certaines œuvres qui nécessitent des compétences techniques très particulières. Mais il y a déjà un socle de 10 membres permanents. Euh, Ce comité, il va, quand on va de A à Z, il va de Kev Adams jusqu'à Elsa Zieberstein. Et Kev Adams, c'est un jeune homme, hein, il a 29 ans, hein, mais c'est aussi un producteur en succès. Aujourd'hui, c'est son 5e film où il est en producteur en succès, et ses films rencontrent le public. Il fait du stand-up, il est sur scène, il est au contact physique du public en permanence. C'est quelqu'un qui aime les crypto-monnaies et qui vit dans son monde. On a cette dimension jeune. Mais on a aussi un Patrick Baoudé, qui est un réalisateur, qui a fait des films à succès, qui n'est pas connu peut-être du grand public parce qu'on ne connaît pas les producteurs-réalisateurs, à rares exceptions près en fait, dans le grand public. Mais lui, il va être dans une tranche d'âge bien plus grande. Et on va avoir un Fianso qui aujourd'hui est dans les séries télévisées, mais vient de descendre des planches, et qui à la base est quand même un musicien, un chanteur, un rappeur. Mhm. Et, et un rappeur, il sait ce que ça veut dire, le sens des mots. En fait, le fait que, et c'est Julie Gaillet qui est la présidente d'ailleurs de ce comité, et on va avoir les techniciens du métier, que ce soit les agents, tels qu'Alexandre Chamis, ce genre de personnalité. Et donc, la diversité de ce comité ne nous met peut-être pas à l'abri de laisser passer Harry Potter. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup de points de vue très divers avec des gens qui ont une expérience métier considérable et qui ont, eux, beaucoup de succès. Le succès souvent appelle le succès et sans doute que leur œil aiguisé permettra de sentir en sensibilité ce que tout le monde ne pourrait peut-être pas sentir en sensibilité. Tout déposant d'une œuvre, il est sûr qu'il fait un chef-d'œuvre. C'est personne ne pense qu'il fait quelque chose qui est pas bon. Tout le monde est sûr qu'il détient la meilleure des idées. Tout le monde est sûr que c'est absolument génial. Euh, et peut-être que dans le lot, effectivement, il y a des gens qui ont une œuvre géniale, mais qui ne trouveront jamais le débouché pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ayant un système de dépôt des œuvres qui est quand même allégé chez nous par rapport au système classique et qui va se durcir de plus en plus dans le domaine public, parce que comme le domaine public aura de moins en moins de sous, et ça, là-dessus, Dominique Boutonnat, le patron du CNC, s'en est ouvert dans son rapport, dans son livre blanc de décembre 2018 de manière très claire. Et la pandémie a aggravé le système, ce qui était vrai en 2018, qui est encore plus vrai en 2022. Ben, le moyen pour les œuvres, pour le domaine du public d'empêcher de distribuer trop d'argent puisqu'il y en aura moins, c'est de renforcer les critères de dépôt. Et donc, ils vont devenir de plus en plus durs et de plus en plus inaccessibles. Et quand on est un jeune qui débute ou un nouveau talent qui débute, même en sortant de l'école, même en sortant de la FEMIS et en ayant des connaissances particulières, j'ai pas un sou vaillant pour pouvoir commencer à faire ce métier, ça va être très dur avant que je puisse déposer mon moindre projet. Et espérer être financé, c'est pas gagné. Est-ce que je serai financé à hauteur de mes espérances? C'est pas gagné. Que donc aujourd'hui, le recours au privé est important. Et quand le privé aujourd'hui fait des propositions où on dit aux nouveaux talents, déposez votre œuvre, franchement, si l'idée, il y a quelque chose de fracassant et qu'on le sent en sensibilité et on a
un spectre de compétences incroyables qui est mis à votre disposition. C'est des gens qui vont prendre sur leur temps personnel pour faire ce travail-là et qui vont s'investir pour permettre à la nouvelle garde d'exister. Eh bien, on peut croire que sur les 50 œuvres que l'on aura sélectionnées, il y aura peut-être 10, 15, 20 œuvres qu'on n'aura pas sélectionnées parce qu'on a du budget pour en sélectionner 50 et que de toute façon, on n'en soutiendra que 50. Parce que c'est le maximum qu'on peut matériellement faire avec une levée de 8 millions, ce qu'on veut réaliser, on peut soutenir une cinquantaine d'œuvres. Parce que c'est le temps matériel de travail autour de ça. Mais on va les accompagner, ces gens-là, qu'on a sélectionnés, qu'on a aidés. On ne va pas les laisser avec des sous en disant maintenant débrouille-toi. On va pas à pas de ce socle d'expérience considérable être dans leur proximité. Et si jamais ils arrivent et qu'ils ne connaissent personne, mais que vraiment ils ont bâti un dossier qui est vraiment alluré, que leur histoire, il faut qu'on la voit, il faut que le public la voie, cette histoire, ils connaissent personne, on leur donnera un producteur exécutif qui sera chargé de fabriquer le montage du développement et qui donnera du sens à leur œuvre. Donc c'est ce moyen, c'est ce que font les Coppola avec leur association. Alors leur association, c'est une structure à but non lucratif aux États-Unis, mais néanmoins c'est pas tout à fait une association comme en France. Mais peu importe. Mais c'est ce qu'ils font. À Los Angeles, il y a 52 numéros de téléphone qui comptent. Le reste ne compte pas. Puis un jeune qui est doté de talent incroyable aux États-Unis, la probabilité que je tombe sur un de ces numéros de téléphone et qu'on décroche quand j'appelle est très très dure, très très faible. Donc c'est encore plus violent, c'est-à-dire que je sors de telle université, je sors de la Bowling Green University of Kentucky et je ne ferai jamais de cinéma probablement si jamais dans ma vie je ne parviens à croiser un de ces numéros de téléphone. Les Coppola, c'est pour ça qu'ils créent une structure via une crypto. C'est pas pour le crypto le rendement qu'elle va apporter, c'est pour que le public vote et que les jeunes pitchent devant le public et que le public décide ce que leur comité de sélection Coppola, ça ressemble beaucoup à nous, va soutenir pour que ça puisse exister un jour. Et aujourd'hui, il faut aider ces talents à pouvoir trouver le moyen de s'exprimer. Aujourd'hui, leur moyen d'expression, il est en train de se refermer. Et ça va être de plus en plus compliqué pour eux d'exister. Donc, le relais qu'on propose aujourd'hui, c'est dans l'industrie privée que de manière institutionnelle, avec beaucoup de modestie dans l'institution, on vienne effectivement apporter des réponses à des gens qui risquent demain de ne plus avoir du tout de réponse. Ok. Du coup, j'aimerais qu'on aborde un peu plus l'aspect technique, sans que ça soit trop, bien évidemment, Ouais. complexe. En gros, comment est-ce que ça se matérialise? C'est-à-dire que donc, on a le Clapcoin, qui est un token qui est mis sur la blockchain Tezos. Oui. La première question, c'est comment est-ce que vous définiriez le Clapcoin et à quoi est-ce qu'il sert? C'est-à-dire que je fais quoi? J'en achète et ensuite, à quoi est-ce qu'il sert? Alors, c'est un stablecoin. Okay. C'est un point fondamental de l'architecture globale du projet. Donc, un Clapcoin est égal à 1 euro, c'est ça? Non, est égal à 10 centimes d'euros. 10 centimes d'euros, ok. Donc, si nous levons le hard cap à 8 millions, on a 80 millions de claps qui sont émis. Ok. Et la finalité de ce clap, c'est vraiment de permettre d'avoir une poche d'investissement. Alors, chez nous, les poches d'investissement, donc les ICO, on les appelle les pellicules, parce qu'on les nomme. La première pellicule s'appelle Frères Lumière. 1895, c'est les Français qui ont inventé le cinéma, il faut quand même le rappeler, et ce sont les Frères Lumière qui l'ont fait. Et donc, on nomme ces poches d'investissement, et donc l'ICO Frères Lumière va permettre, grâce aux euros collectés ou équivalents euros, parce que des gens auront investi avec leur crypto, et donc elles auront été converties vers du clap. Et donc là, nous aurons ce socle d'argent nécessaire pour pouvoir payer la chaîne aujourd'hui des intervenants qui sont rémunérés chacun aux étapes sous forme d'euros, puisque c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Donc ces clubs, au fur et à mesure que l'on va faire le développement des œuvres, on les burn, et donc on les affecte au fur et à mesure de chaque œuvre, de cette consommation des 50 œuvres, on va rester sur une base de 50, et bien tout ce coût de fabrication du développement, ça va consommer effectivement cette poche d'investissement du stable. Et nous, il nous fallait une monnaie peu sensible à ces effets de volatilité pour qu'on n'ait pas cette espèce de flottaison permanente
liées au besoin de trader autour d'une monnaie et qui fassent que, comme nous, on sait ce que c'est que le coût d'un développement. C'est tangible. Et derrière, on réalise une œuvre tangible, parce que une œuvre développée, c'est déjà l'amorce d'une œuvre. Hein. C'est l'embryon. Si je prenais l'exemple avec un corps humain, c'est un embryon, mais un embryon avancé, c'est déjà un être humain. Et donc, fort de ça, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, sur des éléments de projection, parce que le temps du développement, c'est un temps long, d'avoir un effet de fluctuation trop fort sur la devise. Et donc, ce risque-là, on n'était pas en mesure de l'assumer par rapport au fait qu'on doit investir dans de l'industrie, parce que c'est ça le socle de la richesse future des investisseurs, c'est ce que l'on va revendre, les œuvres développées, c'est ça qu'on va revendre, et c'est ça qui va porter du profit aux investisseurs. Et donc on a pris un stable, mais ce stable, on y a adjoint un autre token, qui est le jeton de gouvernance, qu'on appelle le luxe. Pourquoi on l'appelle le luxe? Parce que luxe, c'est la lumière, donc frère lumière, c'est un peu un clin d'œil, et puis luxe, c'était une des premières caméras, donc les caméras luxe. Et donc on reste dans l'univers au plan sémantique de l'audiovisuel. Et le luxe, ce jeton de gouvernance, bien sûr, lui est volatile. Mais l'intérêt de ce luxe qu'on associe à ce qu'on appelle des tickets, en fait, c'est l'association du nombre de luxe auquel j'ai droit par rapport à mon montant d'investissement en Clapcoin. J'ai 100 000 luxe pour ma pellicule Frère Lumière. Si j'ai 80 millions de Clapcoin, on voit bien le décalage entre le luxe et le nombre de Clapcoin émis. Et donc oui, effectivement, là, il y a un aspect de volatilité qui pourra s'opérer pour ceux qui le désirent et qui vont dire « je mets sur le marché, sur l'OTC, sur le gré à gré mes luxe pour essayer de tirer du profit parce que j'ai envie de spiler, j'ai envie de trader. » quoi. Et ça, ceux-là, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Donc on va leur donner cette possibilité, effectivement, de s'enrichir dans ce jeu autour de ce qui pourrait valoriser le jeton de gouvernance. Pour autant, pour toucher les rewards qu'on a rapidement évoqués en introduction dans cet entretien, et notamment le premier reward qui va être le rendement sur le produit des ventes des produits développés, eh bien, il faudra que j'ai mes luxe réassociés à mes claps. Donc, si je les ai à un moment dissociés quelque part de mes claps, même s'ils sont indépendants, eh bien, je devrais racheter du luxe pour pouvoir claimer mes rewards et à partir de là, effectivement, être en mesure d'avoir mes récompenses parce que j'ai quand même envie de mes récompenses et la première récompense que je veux, c'est mon rendement sur le clap. Alors, comme j'investis dans des œuvres qui ont une valeur, il y a la réalité de la valeur des œuvres. Un développement, il me coûte 100 000 euros, peu importe le chiffre, c'est juste pour avoir une base 100. Je le revends 150 000. Donc, je fais un profit de 50% dessus. Pardon. Qu'est-ce que je revends? Je le revends à un producteur. Le producteur, il achète mon développement pour lui faire de la production et ensuite recueillir tous les profits du film, de la série, une fois qu'elle est présentée au public. Cette partie-là, ce profit de 50% que j'ai réalisé, je vais redistribuer aux investisseurs en clap 90% de mon profit net. Ok. Et compte tenu de la réalité des prix du marché, sur une duration de 5 ans, parce que la courbe de progression, vu que le temps de développement, c'est un temps long, donc elle sera plutôt comme ça, eh bien, je peux distribuer un rendement entre 5 à 7% de rendement. Ok. Indépendamment de toutes les méthodes d'enrichissement liées au luxe. Bien sûr. Que ça, je laisse vivre. Le stacking se fait sur le luxe. Et quelqu'un qui a du luxe et qui stack le luxe, il va se retrouver à avoir, quand c'est une ICO de chez nous, parce que la plateforme, elle pourra avoir les ICO des autres, mais quand c'est une ICO de chez nous, le stack, il est à 5 plus le 2 de base. Donc, il gagne du 7 sur son luxe, celui qui ne bouge pas, quoi. Et donc, c'est finalement un moyen de gagner de l'argent en soutenant la production audiovisuelle, mais c'est pas foufou par rapport à des monnaies très volatiles où on va gagner plein de sous dessus. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on a quand même envie que les œuvres elles existent, quoi. Et que la communauté, elle a quand même cette arrière-pensée. Elle se dit, je veux gagner des sous, je veux pas en perdre, mais je serais peut-être pas riche avec ça. C'est clair, je serais peut-être pas riche avec ça. Mais déjà, je suis plus riche que quand j'ai 1000 balles sur mon compte bancaire aujourd'hui, parce qu'avec l'inflation, je perds de la thune. Bah, au moins là, je perds pas de thunes, ça c'est au moins sympa. Et en plus, je vais dans les salles de ciné où je vois sur ma tablette et je vois les trucs que j'ai envie de voir. Et c'est quand même de la satisfaction en vertu partagée, ça. C'est ensemble, on va œuvrer à ce que le divertissement, on est celui qu'on veut, mais on perd pas d'argent, au contraire, on en gagne. Ok. Et par rapport C'était aussi basique que possible sur le tokenomics, hein. J'ai fait le plus basique possible. Alors,
Non, c'est ça, et c'est pour ça que ça soulève un certain nombre de questions, notamment le type de stablecoin. Alors, on va revenir sur la blockchain Tezos après, mais sur quoi est backé en fait le stablecoin? C'est un Et il est stablecoin. fiat collatéralisé, il est adossé à l'euro. D'accord, donc il est adossé à l'euro, mais on est sur un dixième d'euro, donc ça veut dire que si l'euro perd face au dollar, mon stablecoin perd aussi, et inversement, s'il prend par rapport au dollar, la valeur de mon stablecoin augmente en dollars. Quand je le compare à des devises en dollars, on est bien d'accord. Bien sûr, Mais tant que je reste dans l'univers européen, c'est insensible comme risque. oui, entièrement d'accord. Après, c'est juste que comme on est sur un univers où on raisonne majoritairement en dollars parce que, encore une fois, comment dire, l'unité de base Oui, 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 moyenne, bien entre guillemets, pour tout le monde. Donc, sur la manière dont il a été conçu, il ne doit jamais être comment dire, il doit jamais être décorrélé. pardon, merci, décorrélé d'un dixième de dollar. On est d'accord? Oui, d'euros, Ok. oui. D'euros, pardon, encore une fois. D'accord. Et ça, comment est-ce que vous le garantissez en fait aux utilisateurs finaux en fait? Alors, alors, quand on est sur un capteur actif, on est d'accord que la notion de garantie au plan juridique, elle n'existe pas, puisque sur les cryptoactifs, il n'y a pas de garantie à en parler, hein. On est bien d'accord sur le plan juridique. J- Et donc, on va parler de J'entends. garantie ou les meilleurs efforts que l'on réalise pour garantir effectivement cet objectif, donc tous les moyens dont on se dote. En fait, cette garantie, on va rester dans l'univers euro, puisque nous, on va vendre à des producteurs qui vont acheter en euros, en définitive. Donc, Bien sûr. on reste dans cette même dimension. Et après, on reconvertira en clap les restitutions et les récompenses, puisqu'on paye en clap les récompenses. Donc, tant qu'on reste dans cet écosystème euro, effectivement, nous, notre compétence métier, notre savoir métier, c'est pour ça que ce comité de sélection est fondamental, c'est que nous savons les prix à la revente et nous savons aujourd'hui, pour avoir les plus gros producteurs qui nous ont approchés, les conditions de vente auxquelles nous pouvons proposer les produits. Les produits qu'on va... Alors, il faut que je donne un élément supplémentaire, parce que sinon, ça ne sera pas compréhensible. Une crypto, c'est quelque chose de fongible, par nature. C'est comme de l'argent, l'euro est fongible. Et fongible et consomptible. Mais ces cryptos vont nous permettre de fabriquer les œuvres de manière toutes dissociées les unes des autres. L'œuvre A n'est pas l'œuvre B. Elles sont par nature tout à fait différentes. Elles ne sont pas fongibles, elles sont non fongibles. Donc, chacune des œuvres va être développée sous forme de NFT. Et une œuvre sera un NFT. Hein, parce que les producteurs vont acheter l'œuvre NFT, le NFT. Ils ne vont pas acheter un bout de NFT, sauf s'ils sont en coproduction. Ils seront deux dans ce cas-là, mais on ne sera pas sur une multipropriété du NFT. Donc nous, on sait avec qui on va parler au niveau des achats. Soit les plateformes, soit les maisons de production. Enfin, voilà. On connaît ce métier-là, on connaît cet écosystème. Et parce qu'on connaît cet écosystème et les prix, on saura tarifer, et c'est là qu'il y a des besoins d'expérience, on saura tarifer le coût du développement pour générer le profit nécessaire qui va nous permettre de maintenir la qualité de la revente et du produit. Et par conséquent, comme on connaît très très bien notre industrie, c'est un peu vaniteux ce que je dis, mais c'est vrai. Donc, cette connaissance métier cumulée va nous permettre d'avoir les profits et le maintien de la qualité du clap qui va trouver sa place et qui va s'ancrer dans sa place dans cette industrie de l'audiovisuel et qui peut devenir une référence même au sein de cette industrie de l'audiovisuel. Donc, c'est là qu'on va le garantir par la réalité et le sérieux du travail qui est fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, le pôle artistique qui sélectionne les œuvres, qui les soumet au comité de sélection et qui fait qu'ensuite on va bien le revendre au travers du pôle financier, c'est ça qui va permettre la garantie du clap et de la valeur du clap. Ok. Et alors du coup, tout naturellement, la question se pose sur pourquoi est-ce que vous avez choisi Tezos comme tout simplement comme blockchain, Comme en fait. Alors blockchain, j'espère. pourquoi pas une autre? Pourquoi pas une autre? Alors, Bah oui, en fait. Alors j'espère que c'est pas une réponse qui est franco-française et que alors c'est au-delà de ça. aujourd'hui, l'élément environnemental pour nous était quand même une forte préoccupation. Et quand on a commencé à réfléchir au financement par les cryptoactifs,
le premier mouvement qu'on avait eu était un mouvement de recul en disant oui, mais attention, regarde aujourd'hui comme c'est décrié en aspect impact carbone et comment, sur le plan de la planète, c'est quand même quelque chose qui est mal perçu. Et là-dessus, on pointait davantage le Bitcoin d'ailleurs sur cette problématique. qui n'est Et pas, voilà, qui n'est pas du tout voilà. faite pour ça. Mais d'ailleurs, c'est normal parce que quand ils l'ont créé, c'était pas ça le propos. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet aussi pour le Bitcoin, mais à l'époque, c'était pas le débat. Enfin, c'était le débat, mais bon, peu importe. Et donc, notre partenaire pour monter ce projet, c'est Exaion. Exaion, je ne sais pas si vous les connaissez, la filiale blockchain d'EDF, voilà, et spécialisée dans la blockchain avec performance. Et donc, on a parlé longuement avec eux du choix, c'était fondamental, de la blockchain. Et un premier point qui nous a apporté, c'est vrai qu'une maison où il y a une implantation française avec des individus, ça nous intéressait. Et Tezos est traité en France par Nomadic Lab à Paris, et que donc on a des équipes à Paris. Et que pour nous, c'était très important de pouvoir discuter avec aussi les êtres humains qui sont autour de ce projet, et de pouvoir échanger avec eux, et de pouvoir se rassurer auprès d'eux sur leur approche, notamment de l'impact environnemental et de leur blockchain. Et objectivement, ils nous ont convaincus que leur approche par la proof of stake et non pas la proof of work était beaucoup plus attractive en termes de sélection de blockchain, et qu'aujourd'hui, quand on est capable de me dire, ben, moi, mon coût environnemental, c'est l'équivalent de 17 citoyens européens sur une année, ça me va. Et qu'on avait, dans tous les choix possibles, à blockchain équivalente, où il y a la compétition technologique qui fonctionne de la même manière, et la compétence technologique, elle est là, avec des gens qui sont et physiquement en proximité de nous, avec lesquels on peut vraiment parler, échanger, d'une part, et d'autre part, avec une entreprise qui nous garantit, pour le coup, parce qu'elle a été auditée en plus en ce sens-là, ils nous ont montré effectivement les rapports d'audit qui ont confirmé que ce n'est pas du commerce qu'ils sont en train de faire, c'est bien une réalité technologique et écologique. Eh bien, on s'est dit, c'est eux qui nécessairement doivent être la blockchain qu'on doit retenir. D'accord. Donc, critères environnementaux et critères de proximité. Exactement. Exactement. D'accord. C'était deux critères forts. Très bien. Alors, on est vraiment dans un aspect, comment dire, de questionnement par rapport à ce que une personne, comment dire, lambda pourrait se poser comme question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter sur une blockchain comme Tezos, dans le sens où elle est, alors je vais essayer de peser mes mots, mais elle est relativement fermée en termes d'interconnexion avec d'autres environnements, ce qui n'est pas le cas prenons par exemple l'écosystème Ethereum, où il y a d'autres blockchains qui gravitent autour, qui est compatible avec d'autres blockchains, ce qui n'est pas forcément le cas de Tezos. Est-ce que vous pensez pas que vous, quelque part, vous vous enfermez un peu dans un système, dans un réseau, et peut-être que vous fermez des portes au niveau de certains investissements? Peut-être. Alors, ça fait aussi partie des paris, ça fait aussi partie des convictions. Au niveau d'Ethereum, il y avait le deuxième layer d'Ethereum qui avait été une solution observée pour le choix de la blockchain. En réalité, alors peut-être qu'on se trompera, ça c'est la vie qui va nous le démontrer ou pas. Bien sûr. On pense que ce handicap, c'est un handicap qui, au fil du temps, trouvera sa réponse naturelle, et que sur un modèle qui est quand même encore assez jeune en définitive au travers de Tezos, il mutera comme il devra muter dans les univers dans lesquels il va évoluer. Et que peut-être qu'il est aujourd'hui effectivement plus fermé que certains, mais on verra bien demain de quoi demain sera fait en définitive. Et que, en tout cas, les choses, rien n'est jamais figé, rien en réalité n'est jamais figé. Donc le premier point là-dessus, c'est que pour un lancement d'une première ICO par rapport à notre problématique qui est quand même très spécifique, on ne perçoit pas un gros stress, sachant que par rapport à des investisseurs lambda, alors peut-être pas les crypto-addicts, si j'ose employer ce langage un peu vulgaire, mais qui adorent spiler et qui veulent aller sur la dimension la plus rapide, la plus efficace et la plus fluide pour essayer de tirer du profit. On n'est pas le modèle pour eux de toute façon, et on n'est pas très attractif pour eux.
Donc le fait, en revanche, que l'on parle à des professionnels audiovisuels qui ont envie de mettre un ticket, et quand ils mettent un ticket, c'est un ticket qui ressemble à quelque chose. Quand on est avec des investisseurs qui sont plutôt dans une logique de temps long en tant qu'investisseurs et qui vont s'intéresser à cette crypto-monnaie comme étant dans leur socle, éventuellement dans leur wallet, un socle de sécurité, entre guillemets, et équilibré, un profil équilibré dans leur investissement, en diversification des tensions de crypto-actifs, je pense qu'ils sont d'accord en fait de partager ce côté. J'ai un socle de quelque chose qui est peut-être moins volatile, qui est nettement moins volatile et peut-être moins facile d'échanger sur n'importe quel DEX, peu importe. Et donc, mais c'est pas grave parce que, comme le dit à nos advisors, rentrer dans le clapcoin, c'est rentrer dans la crypto-monnaie en douceur. Et c'est aussi pour une typologie d'investisseurs, parce qu'il y a la communauté des gens qui aiment le cinéma, elle est très importante. Mais dans cette communauté, il y a une écrasante majorité de gens qui n'ont pas du tout d'accès aux cryptoactifs. Mhm. Et qu'il est important de les rassurer. On a un rôle pédagogique et de rassurer les gens sur le fait que ça va bien se passer et que ce n'est pas trop compliqué et que c'est compréhensible. Si on va sur des technologies beaucoup plus poussées, avec il y a comme le jargon de la crypto-monnaie qui n'est pas accessible pour le plus grand nombre. La vérité, c'est que des gens n'est pas celle-là. C'est une vérité d'une communauté de passionnés et qui ont des rituels même de langage. Et donc, Bien sûr. les vrais gens, je veux dire, les gens qui sont en dehors de ces communautés qui sont très étroites, n'ont pas ces réflexes de comportement et de langage. Donc, aller vers quelque chose qui peut avoir cette dimension fermée, en apparence, en tout cas qui est visible plutôt pour les gens qui sont très connaisseurs de l'univers des crypto-monnaies, est incroyablement plus rassurant en définitive pour toutes ces communautés qui veulent y aller mais qui ne savent pas encore comment y aller. Demain, ils iront sur d'autres univers, mais il faut qu'ils commencent par un biais ou par un autre, et ce biais-là, il est sans doute plus rassurant, et donc peut-être qu'il aura une proposition efficace et il trouvera sa place dans l'univers des crypto-monnaies par sa stabilité en fait. D'accord. Ok, alors on va terminer avec deux petites questions. Alors c'est des questions qui sont beaucoup plus axées professionnelles, moins blockchain, et qui, je pense, ça intrigue un peu l'investisseur ou le cinéphile ou le consommateur, si je peux dire. Mais on sait que aujourd'hui, l'audiovisuel, même si le financement est en déclin, si on peut dire, l'audiovisuel français, il est quand même pas mal soutenu. On sait qu'il y a les quotas à la radio pour les artistes qui vont chanter en français. Oui, voilà. Il y a la SACEM, la redevance télé. Il y a pour l'audiovisuel ce qu'on appelle la chronologie des médias. D'accord. Qui voilà. est Alors, la chronologie des médias, je vais vous le faire très, très court, très simple. Elle vient d'être modifiée là. C'est le temps, les films doivent passer en salle. D'accord. Donc, dans la chaîne d'exploitation, les salles de cinéma savent que le film, ils l'auront pendant un certain temps. Avant qu'il passe sur les chaînes de télévision, voilà, vous imaginez, avant que sur Netflix, il y ait le film de, je sais pas, je dis Netflix, j'en sais rien, mais le film de Astier, Kaamelott, bah, il y aura X semaines, X mois avant que ça passe. Ça, c'est la chronologie des médias. Et le droit d'exploiter sur votre propre support et réseau de distrib une œuvre qui a été diffusée, eh ben, elle va passer par le cinéma d'abord. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est ce temps. C'est ça qui a été modifié. Et les plateformes sont très friandes aujourd'hui de contenu. Et donc, en contrepartie du fait d'avoir l'accès plus rapidement aux œuvres qui passent par les salles de cinéma, elles payent leur écho aujourd'hui, ce qui permet de gagner de l'argent pour la production audiovisuelle. D'accord. Du coup, ça fait plus ou moins sens avec ma question. Aujourd'hui, il y a on va pas se mentir, il y a quand même un gap qui est assez énorme entre la qualité des productions cinématographiques, ou en tout cas audiovisuelles françaises, et les attentes réelles des consommateurs. Clairement. Comment est-ce que une crypto-monnaie comme le Clapcoin, en fait, elle répond à ce besoin? Comment elle résout en fait cette problématique? Elle résout cette problématique parce que, alors déjà le développement, le fait que les œuvres soient de qualité, vous verrez que là on va parler des plateformes en réalité, on parle des plateformes dans votre question.
Vous verrez que les plateformes aujourd'hui qui sont américaines, puisqu'elles le sont essentiellement, il y a des plateformes françaises, mais elles sont essentiellement américaines, en tout cas les plus connues et les plus vues, ont une recherche de contenu qui est énorme. Le besoin de contenu pour elles est considérable. Et puis parce que l'offre elle est pléthorique peut-être, mais on sent aussi parfois qu'elle n'est pas à la hauteur. Et donc du coup, dès lors qu'on va leur donner la quantité, il y a un double effet avec elles. Il leur faut de la quantité, du volume, et il faut de la maximum de qualité dans la quantité. En France, on sait la faire, cette qualité. Donc le rôle du Clapcoin, c'est en faisant ces ICO, ces poches d'investissement régulièrement, grâce au fonds, à notre argent, au fonds des particuliers, investir dans cette phase de développement va fabriquer une offre sur le marché quantitative de qualité. Et donc, il y aura de l'achat d'œuvres françaises qui seront effectivement soutenues par de l'argent étranger, parce qu'il y a plus d'argent dans la production dans ces mécanismes de plateformes étrangères ou de grosses maisons de production étrangères. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça veut dire que cet argent qui est dépensé en France, appliqué en France et qui permet d'avoir des séries françaises, leur permettra à ces séries françaises d'exister. On ne va pas beaucoup parler de séries, peut-être de 2 tiers séries, 1 tiers film, long métrage, et docu d'ailleurs, parce qu'ils s'intéressent au documentaire. Mais cette production, elle s'expatriera. Aujourd'hui, Netflix soutient Balle perdue, qui est un film qui a été un énorme succès et qui était avec un budget initial qui n'était pas nécessairement pléthorique. On était sur 1,5 million sur Balle perdue, ce qui est donc un budget encore très très maîtrisé et raisonnable. Mais Netflix, fort du succès de quelque chose qui est super bien fichu, Balle perdue, donne l'argent nécessaire pour qu'il y ait un Balle perdue 2, et ça sera là encore un énorme succès. Donc, quand on permet à fabriquer de la qualité, on peut avoir les fonds attractifs pour la développer, et finalement on ira voir ces films-là, nous Français, on regardera ces films-là qui sont bien des œuvres françaises, mais avec le même plaisir que quand on voit Viking, où il y a 4 millions par épisode. Donc là, parce que ces plateformes sont dotées des moyens, et surtout elles ont l'envie. Elles ont l'envie de soutenir ça parce qu'elles en ont le besoin vital, parce que le jeu de compétition qui s'ouvre entre elles, et Disney, faut mettre Disney dans cette histoire. Disney va être un compétiteur extraordinaire de ce métier. Et elle est déjà un compétiteur considérable. Mais on voit bien que ce jeu de compétition ne peut être que profitable à la création et au plaisir du public que nous sommes tous, de voir ce que l'on attend voir, espère voir, et le clap à son niveau, cette crypto-monnaie à son niveau, en travaillant bien cette phase initiale, qui est la phase du lancement des œuvres, eh bien, elle contribuera significativement à voir des œuvres de demain qu'on sera content de voir sur nos plateformes ou au cinéma, s'ils sont projetés au cinéma. Ok. Le fait que, alors vous avez mentionné Netflix, Disney, le fait qu'il y ait une démultiplication des espèces de plateformes de streaming comme ça, il y a quelques années, Netflix avait la main mise sur oui. voilà. On en pense qu'on en veut, c'est peut-être une très bonne chose qu'il y ait une démultiplication des offres de contenu en ligne, mais vous pensez pas que quelque part justement ça nous fait revenir à 15-20 ans en arrière avec justement le fait que comme tout était centralisé chez des majors dans la musique ou au cinéma, etc., les gens qui veulent voir un film aujourd'hui sont obligés de s'abonner à X plateformes différentes, et donc du coup ça leur coûte énormément d'argent, et on va pas revenir quelque part à une forme de piratage numérique ou essayer de se procurer des œuvres de manière un peu plus illégale en fait, et donc du coup comme classiquement les DVD, quand il y avait encore des DVD, enfin il y a toujours des DVD, mais faire du rythme, on piratait le DVD, on craquait le DVD et on essaie de le voir, et on essaie de le toper sur le net si on n'arrivait pas à le toper ailleurs, quoi. Donc ça c'est la nature de l'individu par rapport au fait que la nature, elle trouve toujours sa solution. Lorsqu'il va y avoir pléthore d'offres et de concurrence, alors je suis pas une plateforme, donc je ne peux pas parler au nom des plateformes, mais je raisonnerai juste comme un producteur qui se pose des questions sur effectivement ses débouchés. La compétition s'opère aussi par les prix. C'est-à-dire que les plateformes, l'enjeu, Amazon Prime est en train de monter considérablement aussi, et Amazon Prime, on voit très bien qu'elle est en train de prendre une posture, une ligne éditoriale spécifique par rapport à Netflix, qui est
en frontal certainement le premier concurrent, et puis Disney, on va voir comment ça va se passer, et puis on va voir la proposition d'Apple, etc. Mais chaque plateforme va se connoter. Et elle va avoir une proposition vis-à-vis du spectateur qui fait que le spectateur, le public, va se déterminer un moment dans ses choix budgétaires par rapport à ce qui est en sensibilité, ce qui le touche le plus en sensibilité. Si les plateformes veulent toutes faire la même chose, ne créent pas une offre différenciée qui fasse que ça devienne clair pour le spectateur de là où il veut aller, effectivement, il y aura une problématique qui se réglera par une problématique de prix. C'est-à-dire que ce sera j'écrase mes prix pour essayer de gagner des parts de marché et de nuire à mes concurrents. Ça touche toujours sa limite à un moment. Donc sans doute que le contenu sera une piste qui sera encore plus explorée. Peut-être effectivement une révision des tarifs ou des bouquets qui seront plus garnis afin de permettre d'avoir plus d'avantages, et peut-être des associations. Peut-être des associations. Aujourd'hui, on voit des œuvres qui sont des exclusivités d'une plateforme, mais qui sont accessibles contre un paiement sur une autre plateforme. Et donc, dans le à la carte, eh ben, je m'offrirais ce genre de plaisir et de divertissement en faisant l'acquisition à la carte de ce que j'ai envie d'avoir. Donc ce marché-là, il est il est en ébullition, ce marché. Donc aujourd'hui, savoir comment ça va se conclure, c'est prématuré de savoir répondre à cette question-là. Mais ce qui est certain, c'est que la nature commerciale, elle trouve toujours sa réponse par rapport aux capacités d'achat du marché. Et que si l'Europe, si on prend que l'Europe, c'est 400 millions de spectateurs, potentiellement l'Europe. Et que donc, il va bien falloir réussir à répondre au plan tarifaire à ces 400 millions de spectateurs, avec le fait que certains pays, si je prends par exemple le niveau moyen de l'Albanie aujourd'hui, qui est en Europe, ne peut pas être comparé avec le niveau moyen du français et donc sa capacité d'achat de divertissement. Donc, eh bien, les ajustements auront lieu et les plateformes sauront s'ajuster au plan tarifaire afin de pouvoir effectivement parler à 400 millions de spectateurs, parce que c'est important de parler à 400 millions de spectateurs. Ok. Donc ce marché est en devenir, ce marché est en révolution. Et puis cette compétition n'est sans doute pas défavorable à l'investisseur en Clapcoin, et elle est certainement pas défavorable aux spectateurs qui payent sa vision, parce que tous, nous allons finalement pouvoir y trouver certainement notre compte dans cette histoire. Et le match commence en réalité. On est au début de cette aventure. D'accord, ok. Écoutez, je pense qu'on a déjà quand même pas mal avancé. Pour terminer, le Clapcoin, du coup, ça sera disponible à partir de quelle date? Demain à partir de 13h. Jeudi 28 Demain à partir de 13h, voilà. Ok. Et après, on part pour 6 semaines. Donc après, c'est 6 semaines où on va expliquer, présenter, être voilà, au contact du maximum d'entre tous pour essayer de lever le mieux possible, de remplir le mieux possible notre poche d'investissement, et ainsi parvenir à soutenir un maximum de créativité dans notre pays, et ainsi offrir un maximum de choix aux spectateurs que nous sommes tous. Parfait. Et merci beaucoup Joël en tout cas pour cette petite entrevue, et puis énormément de succès pour la réussite de ce projet. Merci infiniment.